Il est tout juste 18h30 sur Aloula et c'est le journal à la une de l'actualité ce soir. Doha célèbre la richesse sensorielle et culturelle du Maroc. Son Altesse royale la princesse Lalla Hasna, accompagnée de son Excellence Cheikh Al-Mayassa bint Hamad Al Thani, a inauguré hier le pavillon marocain Dar al-Maghreb avant de visiter les expositions Splendeur de l'Atlas, un voyage à travers l'héritage du Maroc et Ektachif Maroc. À New York, l'ambassadeur représentant permanent du Maroc auprès des Nations Unies, Omar Hilal, affirme que la nouvelle résolution du Conseil de sécurité sur la question du Sahara consacre pour la 17e année consécutive la prééminence de l'initiative marocaine d'autonomie en tant que seule et unique base pour une solution politique à ce différend régional. Enfin, nous ferons une halte à Essaouira, la cité des Alizés, prête son décor au Festival des Andalousies Atlantiques. Pour sa 19e édition, le festival fait la part belle à différents genres musicaux. Et cette année, l'événement a connu la participation de grandes figures de la guitarra flamenca, José María Bandera, le neveu de la légende du flamenco, Paco de Lucia. Bonsoir à tous. Première escale du journal Qatar, plus précisément Doha, qui célèbre le Maroc avec l'inauguration hier du pavillon marocain Dar al-Maghreb par son Altesse royale la princesse Lalla Hasna, accompagnée de son Excellence Cheikh Al-Mayassa bint Hamad Al Thani. Dar al-Maghreb est un espace qui donne à voir la richesse architecturale, la diversité culturelle du Maroc. Khadija Zarwar, Abdelali Iyad et le commentaire est signé Nisrine Hamdaoui. Doha célèbre le patrimoine historique et civilisationnel du royaume du Maroc. Au beau milieu du jardin d'art islamique trône majestueusement le pavillon Dar al-Maghreb que son Altesse royale la princesse Lalla Hasna a inauguré, accompagnée de son Excellence Cheikh Al-Mayassa bint Hamad Al Thani, présidente de l'initiative de l'année culturelle Qatar-Maroc 2024. Sur 1300 mètres carrés, l'espace Dar al-Maghreb offre un voyage immersif dans la culture et l'histoire du Maroc. L'ensemble du pavillon s'inspire de l'architecture d'un célèbre ksar aux portes de la ville de Ouarzazate, un village fortifié construit en terre. L'idée de l'initiative de l'année culturelle Qatar-Maroc 2024 est de rapprocher les peuples à travers le dialogue et l'échange des programmes culturels. L'espace Dar al-Maghreb s'inspire de l'architecture de Ksar Ait Ben Haddou dans la province de Ouarzazate, un site inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1987. Son Altesse royale la princesse Lalla Hasna, accompagnée de son Excellence Cheikh Al-Mayassa bint Hamad Al Thani, a visité les différents espaces que compte le pavillon Dar al-Maghreb. 4 espaces au total qui offrent une perspective unique sur l'histoire, la culture et la vision future du Maroc. L'espace Le Maroc, une terre de confluence, met en avant la place du royaume en tant que carrefour des continents et des civilisations, où le dialogue et les échanges entre le nord et le sud, l'est et l'ouest sont célébrés. L'espace met également en exergue l'engagement du Maroc en faveur du développement durable. Quant à l'espace Le Maroc, une terre de lumière, il invite les visiteurs à découvrir la richesse sensorielle et culturelle du royaume à travers 5 espaces uniques dont le sol est orné de zélige traditionnels et le plafond de bois sculpté, mettant en valeur la créativité et la dextérité des artisans marocains. Les 9 trésors tangibles et les 14 sites du patrimoine immatériel du Maroc, reconnus par l'ICESCO et l'UNESCO, sont également mis en valeur grâce à des installations audiovisuelles. Bienvenue à présent dans l'espace Le Maroc, terre de rassemblement. Ce petit bout du Maroc célèbre l'esprit festif du royaume, en soulignant le rôle du pays en tant que hôte d'événements mondiaux tels que la COP22 et la Coupe du Monde 2030 à venir et son engagement envers le dialogue international sur la durabilité et le sport.
L'année du Maroc au Qatar est une fenêtre ouverte sur la profondeur de la culture et de l'histoire du royaume. Elle intervient dans le cadre de la dynamique que connaît le Maroc sous le leadership de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Le pavillon Dar al-Maghrib nous plonge dans les profondeurs du royaume, riche par sa culture, son patrimoine, son style vestimentaire, son art culinaire. Le pavillon en lui-même fleure bon le Maroc. La visite de cette exposition me rafraîchit la mémoire. J'ai visité le Maroc il y a 3 ans. Le royaume est un pays voisin d'Italie. Beaucoup de liens nous unissent. Le 4e espace, le Maroc, terre de passion, est dédié à l'amour profond du Maroc pour le football. Il retrace le parcours footballistique du pays. Des premiers clubs à sa performance impressionnante lors de la Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022, ainsi que ses préparatifs pour accueillir la Coupe du Monde de la FIFA 2030. Le pavillon Dar al-Maghrib abrite également une boutique de souvenirs que Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasna a visitée en compagnie de son Excellence Sheikh Al-Mayasa bint Hamad Al-Thani. Notre participation a pour objectif de promouvoir le tourisme au Maroc. Le pavillon Dar al-Maghrib donne un avant-goût de la destination Maroc aux citoyens qataris. Nous mettons en valeur les différentes facettes de notre pays qui regorge de sites historiques et de patrimoine vieux de plusieurs siècles. Initiée par Years of Culture, l'année culturelle Qatar-Maroc 2024 témoigne de la profondeur et de la solidité des liens historiques entre les 2 peuples frères et les 2 chefs d'État, Sa Majesté le roi Mohamed VI et Son Altesse Cheikh Tamim Ben Hamad Al-Thani. Restons à Doha au musée d'art islamique qui célèbre l'année de la culture Qatar-Maroc 2024. Son Altesse royale la Princesse Lalla Hasna et son Excellence Sheikh Al-Mayasa bint Hamad Al-Thani ont visité 2 expositions qui illustrent la diversité naturelle de notre pays. Splendeur de l'Atlas, un voyage à travers l'héritage du Maroc et l'exposition Iktachif Morocco. Nissali El-Hamdaoui et les envoyés spéciaux sur place, Khadija Zroual et Abdelali Ayad. Splendeur de l'Atlas, une exposition qui se décline comme une invitation à la découverte de la richesse du patrimoine marocain. Elle prend place au cœur du prestigieux musée d'art islamique de Doha. Son Altesse royale, la princesse Lalla Hasna, et son Excellence Sheikh Al-Mayasa bint Hamad Al-Thani ont visité cette exposition qui donne à voir plus de 200 œuvres d'art inédites. Splendeur de l'Atlas, un voyage à travers l'héritage du Maroc présente des artefacts, des manuscrits, des instruments, des bijoux et des photographies racontant l'histoire, la société et les expressions artistiques du royaume. Nous assistons à l'inauguration de l'exposition Splendeur du Maroc, un voyage à travers l'héritage du Maroc. L'exposition célèbre le riche patrimoine de la civilisation marocaine. L'exposition aujourd'hui est magnifique. L'exposition est belle, avec des objets qui montrent la richesse, la diversité et la beauté de tout ce que nous avons prêté, que la Fondation nationale des musées du Maroc a prêté ici, à cette grande exposition que les Qataris fêtent le Maroc en cette année du Maroc au Qatar pour pouvoir montrer aussi cette beauté qui a fasciné, captivé les grands artistes du monde, les grands écrivains. Quant à l'exposition Iktachif Maroc, elle prend des allures d'une invitation pour la découverte du patrimoine artistique et culturel marocain à travers le regard d'artistes qataris. L'exposition comprend des œuvres d'artistes et de designers qataris qui se sont rendus à Marrakech en avril dernier dans le cadre d'un voyage éducatif organisé par le musée d'art islamique. L'occasion pour ces artistes de s'inspirer du riche patrimoine culturel et de l'architecture islamique distinctif du Maroc. زيارة سمو الأميرة لالا حسنة لنا في المعرض اكتشف. La visite de son Altesse royale, la princesse Lalla Hasna, au musée vient rehausser l'année culturelle Qatar-Maroc 2024.
Nous avions été à Marrakech où nous avions été initiés à l'art du zellij. في بعض الورش تعلمنا فن الزلج والزواق. أنا مصمم مجوهرات تم الاستلهام من المباني العريقة في مملكة المغرب في مراكش. Je suis joaillier et je me suis inspiré de l'architecture authentique marocaine, principalement celle de Marrakech. Et je me suis même inspiré de bijoux purement amazirs. L'exposition comprend 36 œuvres d'art, allant des vêtements aux bijoux, en passant par la calligraphie, la photographie et le bois. Au terme de cette visite, Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasna, accompagnée de son Excellence Cheikh Al-Mayasa bint Hamad Al Thani, a présidé une réception offerte en son honneur à cette occasion. Dossier du Sahara marocain, la nouvelle résolution 2756 adoptée par le Conseil de sécurité de l'ONU est une victoire diplomatique pour le Maroc. Elle proroge d'1 an le mandat de la MINURSO. Et en demande de l'adoption de cette résolution, l'ambassadeur permanent représentant du Maroc auprès des Nations Unies, Omar Hilal, a affirmé que ce document consacre pour la 17e année consécutive la prééminence de l'initiative marocaine d'autonomie, seule et unique base pour la négociation d'une solution politique à ce différend régional dans le cadre de la souveraineté et l'intégrité territoriale du Royaume. Sophia Fklot. La résolution 2756 du Conseil de sécurité répond aux attentes du Royaume. Et au pupitre, Omar Hilal explique pourquoi. Pour l'ambassadeur représentant permanent du Maroc auprès des Nations Unies, cette résolution promeut l'initiative marocaine d'autonomie, demande la reprise du processus politique, interpelle sur les violations des droits de l'homme et l'enregistrement des populations des camps séquestrés à Tindouf et satisfait aux requêtes marocaines. La résolution consacre pour la 17e année consécutive la prééminence de l'initiative marocaine d'autonomie, la qualifiant d'effort sérieux et crédible et la positionnant en tant que seule et unique base pour la négociation d'une solution politique pour le différend régional dans le cadre de la souveraineté et de l'intégrité territoriale du Royaume. Autre point soulevé par le diplomate marocain, le fait que cette résolution demande au Conseil de sécurité de prendre en considération la dynamique internationale et le momentum au service de l'initiative marocaine d'autonomie. Le plan marocain a déjà engrangé le soutien de 20 membres de l'Union européenne, 2 membres permanents du Conseil de sécurité et plus d'une centaine de pays et d'organisations régionales et internationales à travers le monde. Le Conseil de sécurité demande la reprise du processus politique en exhortant toutes les parties de s'y engager de manière constructive. Cet appel s'adresse plus particulièrement à l'Algérie, qui est citée à 5 reprises en tant que partie prenante, parce qu'il s'oppose au processus politique et surtout, il s'oppose depuis 3 ans à la tenue des tables rondes. Omar Hilal observe aussi l'appel du Conseil de sécurité à la reprise du cessez-le-feu. L'instance exécutive de l'ONU appelle dans ce cadre toutes les parties à s'abstenir de tout ce qui est de nature à compromettre le processus politique. C'est un élément nouveau dans cette résolution. Et pour la première fois, le Conseil de sécurité introduit un lien direct entre la relance du processus politique et le respect du cessez-le-feu. Dans sa nouvelle résolution, le Conseil de sécurité exprime une appréciation particulière pour les efforts constants du Maroc dans la promotion et la protection des droits de l'homme dans les provinces du Sud, à travers le rôle joué par le Conseil national des droits de l'homme et ses représentations régionales à Lyon et Dakhla. De même, le Conseil de sécurité rappelle son exigence pour l'enregistrement des populations séquestrées dans les camps de Tindouf, ainsi que son impératif pour prévenir le détournement de l'assistance humanitaire internationale. Et maintenant, intéressons-nous de plus près à une caravane solidaire engagée par des Marocains de France. La caravane est venue au plus près des habitants du petit village de Tizait Moussa, près d'Azilal. Derrière cette initiative, la grande mosquée Mohamed VI de Saint-Étienne et l'Union des mosquées de France, région Auvergne-Rhône-Alpes. Sur place, les bénévoles ont entrepris différentes actions qui ont mis du baume au cœur à la population locale. Reportage de Omar Jlaidi sur un récit de Maria Aouet.
Unis par un sentiment inébranlable de fraternité, des jeunes Marocains venus de Saint-Étienne offrent leur temps, leur énergie et leur joie de vivre aux habitants du village Tizi Ait Moussa. Ensemble, ils œuvrent à réhabiliter les écoles de la commune, à forer des puits et à construire une amitié. Un lien qui, au-delà de la distance géographique qui les sépare, est vecteur de sens pour les uns comme pour les autres. J'aime Medina de Saint-Étienne. Nous sommes venus de Saint-Étienne pour aider les habitants de ce village à rénover l'école. Nous avons également construit un puits. C'est une expérience extrêmement enrichissante dont je me souviendrai toute ma vie. J'habite en France et je suis venue avec la grande mosquée Mohamed VI de Saint-Étienne. Alors je suis très heureuse d'être ici, de pouvoir participer à ce projet. Ça m'a permis de découvrir un autre Maroc. Donner un peu de soi pour les autres. Telle est aussi l'ambition de cette caravane humanitaire, où la solidarité se conjugue au pluriel et se vit en commun. Ces jeunes qui viennent d'Europe et de France, en particulier de Saint-Étienne aussi, de pouvoir découvrir leur pays, ne pas découvrir juste les sites touristiques ou les villes où ils ont l'habitude de fréquenter à chaque vacances, mais de venir et aider la population et connaître un petit peu une autre partie du Maroc et apporter leur aide en rénovant l'école, en installant des nouvelles tables, des sanitaires. Aider les enfants des villages reculés à apprendre et à grandir dans les meilleures conditions. Telle est aussi l'ambition supposée des membres de la mosquée Mohamed VI de Saint-Étienne et de bien d'autres partenaires animés par le désir d'aider. Cette caravane a pour vocation de soutenir les habitants du village en leur proposant une aide non seulement matérielle mais aussi spirituelle afin d'améliorer leurs conditions de vie. Cette initiative fait chaud au cœur et maintenant, toutes les conditions d'enseignement seront bien meilleures. Tout le monde nous a aidés à structurer l'école et cela n'a pas de prix. Créer des liens entre tous les Marocains du monde, c'est aussi participer à diffuser l'humanisme dans toute sa portée universelle au nom d'une identité commune. Page Monde, après les inondations dévastatrices qui ont frappé cette semaine le sud-est du pays. Le chef du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, a annoncé que l'exécutif va déclarer zones gravement affectées les régions lourdement touchées. Il s'agit des régions de Valence, de Castille-La Manche, d'Andalousie, de Catalogne et d'Aragon. Le dernier bilan donné hier soir par les autorités fait état au moins de 227 victimes, dont 204 dans la région de Valence. À Gaza, meurtri toujours, aucun signe de trêve à l'horizon. L'armée israélienne a mené ce matin de nouveaux raids. Selon l'ONU, la ville est plongée dans une situation apocalyptique. Au moins 55 personnes ont été tuées ces dernières 24 heures, portant le bilan à plus de 43 000 morts depuis le début de l'offensive israélienne. Au Liban, le Hezbollah libanais revendique des tirs de roquettes menés ce matin peu avant l'aube sur une base de renseignement militaire près de Tel Aviv, dans le centre d'Israël. Et puis une frappe israélienne a visé aujourd'hui le poste frontière d'Al-Qajouzieh entre le Liban et la Syrie. Deuxième bombardement du genre en près d'une semaine. Un responsable onusien évoque des structures humanitaires touchées. Tout de suite, direction la Cité des Alizés qui vit depuis jeudi au rythme de la 19e édition du festival Andalousie Atlantique. Le festival rassemble plus d'une centaine de musiciens, chanteurs et danseurs venus des 4 coins du monde. Et cette année, le flamenco est érigé en star de la scène espagnole. Léonore Léal se joue de la frontière et du temps, une harmonie parfaite entre le mouvement et la musique. Amirnit Tahraoui et Sofia Fkoud. Quand ses talons cognent furieusement sur le sol, son corps, lui, bouge gracieusement sur scène. C'est le flamenco que la danseuse espagnole Léonore Léal veut présenter à Essaouira. Un mélange d'hier et d'aujourd'hui. Elle aime se jouer des styles aussi. Et ça tombe bien, sous la direction complice du maestro Omar Mtewi à la tête de son orchestre Rawafid de Tanger, Léonore Léal semble prête à s'envoler.
J'ai de la chance d'être ici pour la deuxième fois au cœur de cette ville splendide. Pour moi, c'est un honneur de pouvoir danser ici accompagné des membres de l'orchestre Rawafid. J'espère que le public appréciera ma performance. L'atmosphère est envoûtante, les mélodies andalouses rythment cet esprit d'ouverture et du vivre ensemble qui caractérise la ville d'Essaouira. Le temps d'une chanson, d'un spectacle, les rives de la Méditerranée s'unissent. La musique andalouse est très présente à travers notamment l'orchestre Rawafid de Tanger. Nous parions beaucoup sur les jeunes aussi à travers le concert de chorale qui a eu lieu hier, vendredi, pendant lequel 3 chœurs d'Essaouira se sont produits. C'est la preuve que cet art continue d'exister. Le Festival des Andalousies Atlantiques est aussi une philosophie, celle qui ravive les liens et rapproche les cultures. C'est aussi une magie, de celle qui guérit les âmes. La soirée était merveilleuse, c'était magique et on a tellement besoin de ça. Et là, ce soir, c'était franchement un chemin de guérison. Véritablement, ce chemin de la résilience. D'ailleurs, Essaouira représente très bien cette voie-là. De toutes les façons, il y a une ambiance extraordinaire quand on est à Essaouira parce que il y a quelque chose dans l'air qui fait qu'on se sent bien. Et puis, évidemment, ces artistes sont absolument merveilleux et ils nous ont transportés et nous sommes très heureux d'être ici. Et pour la première fois à Essaouira, José Mari Bandera, le neveu de Paco de Lucia, se produit sur la scène de Darsoueri, en duo avec Diego Amador, le prodige sévillan du piano. C'est la magie d'Essaouira, créer l'inédit pour transporter le public là où temps et espace se confondent. Avant de nous quitter, faisons une halte à Rabat, la capitale du livre où de nombreux écrivains choisissent de mettre en avant leur dernier opus. C'est le cas de l'écrivaine française d'origine turco-indienne Knize Mourad, qui a dévoilé son roman intitulé « Dans la ville d'or et d'argent ». Une œuvre qui s'intéresse à la lutte des peuples autochtones pour l'indépendance et surtout le rôle de la femme dans cette bataille. Yassine Maazi et Zakaria Moukenbillah. C'est l'histoire d'une princesse d'origine turco-indienne qui s'était prise de littérature et de romance. Petite fille du sultan Mourad V et d'un raja indien, Knize Mourad a fait de la littérature sa passion, avec une prédilection pour les œuvres à connotation historique. À Rabat, cette écrivaine présente son roman dans la ville d'or et d'argent. Et visiblement, un grand nombre de lectrices sont séduites par le style et les personnages de ce roman, qui se déroule dans la sublime ville de Lucknow. Elle a un très bon style, elle parle beaucoup d'histoire, l'histoire de l'Empire ottoman, de la Palestine, de sa propre biographie pour Jardin de Badinpour. C'est une autrice qu'on apprécie beaucoup. Dans la ville d'or et d'argent, elle retrace justement l'occupation anglaise en Inde et surtout la révolte des Sipahis, qui est une tranche de l'armée indienne, mais qui était acquise aux Anglais et qui s'est retournée contre les Anglais en faveur de l'indépendance de l'Inde. Dans la ville d'or et d'argent, retrace la lutte pour l'indépendance dans les Indes orientales sous emprise britannique. Au milieu du 19e siècle, l'épouse du roi en exil va mener l'insurrection pour libérer la cité de Lucknow. L'œuvre explore les conflits Orient-Occident, l'incompréhension entre les cultures et les luttes d'indépendance. Moi, j'écris pas pour distraire, j'écris pour expliquer des choses et de la façon la plus agréable qui soit. Ça montre une femme musulmane qui, il y a 2 siècles, a mené la première lutte d'indépendance contre la colonisation anglaise. Alors aujourd'hui, on dit tellement en Occident de choses fausses sur ces femmes musulmanes, les pauvres qui sont des esclaves, etc. Quand moi je sais, de par ma famille, en Inde et en Turquie, combien les femmes sont fortes. Souvent, c'est elles qui prennent les décisions. Et donc, j'ai voulu montrer justement la force de ces femmes. Fidèle aux faits et à l'atmosphère de l'époque, Knize Mourad tente dans ses romans de faire parler des personnages historiques. Pour cette écrivaine, l'écriture peut servir à comprendre l'histoire, expliquer ce qui s'est passé, montrer les similarités avec l'époque actuelle, peut ainsi faire réfléchir sur le temps présent.
Et voilà, nous arrivons à la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et excellente suite des programmes sur Al-Oula.